Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je continue l'exploration de la librairie Scientist Tools pour Python. Hein, voilà. Alors, c'est une librairie qui est sur GitHub, vous l'avez l'adresse là. C'est, voilà, l'adresse, l'URL du site. Et c'est une librairie qui propose une série de méthodes élaborées pour l'analyse des données, notamment les analyses factorielles. Certaines, les plus reconnues, elles y sont, mais aussi des méthodes qu'on voit très peu sous Python, voilà, qu'on voit, en tout cas, pas à ma connaissance, à tous les cas, mais peut-être qu'il y en a par ailleurs, Là, typiquement, c'est l'analyse factorielle sur les corrélations partielles qu'on trouve sous Psych, par exemple, sous R, dans le package Psych, il y a sous R, mais pour Python, j'en ai pas trouvé. On peut le calculer nous-mêmes à la main en faisant des pipelines, mais quand même, là, on a toutes les fonctionnalités déjà prêtes, donc c'est quand même plus facile. Et la dernière fois, justement, la vidéo que j'avais faite, celle-ci, là, cette vidéo-ci, j'avais exploré l'analyse factorielle de données mixtes. Là aussi, sous Python, il n'y en a pas, à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a par ailleurs, mais je les connais pas en tous les cas. Je sais que sous R, ça existe avec FactoMiner, notamment, et puis ADE4. Voilà. Alors, je continue l'exploration et j'essaie de voir à peu près les méthodes qui sont peu enseignées, peu connues des étudiants, hein. Généralement, quand les étudiants arrivent en master 2, là où j'enseigne, voilà, je les vois arriver et ils connaissent les bases, voilà, une ACP, l'AFC et puis un peu l'ACM. Voilà, très bien. Quand j'essaie de creuser un peu, là, ils sont tout de suite perdus dès que je vais vers des méthodes plus sophistiquées et notamment, justement, le multidimensional scaling, le positionnement donc multidimensionnel en français. Voilà. Ils connaissent pas et c'est très dommageable. C'est très dommageable parce que c'est un outil extrêmement intéressant. Donc, en regardant ce qui était disponible sous Scientific Tools, en étudiant ce que je pouvais montrer ici en termes de fonctionnalité, je me suis dit, j'allais explorer cette fonctionnalité-là, qui est pas intéressante. Alors, cette fonctionnalité-là, on a sur le site de Scientist Tools, il y a un tutoriel. Il y a un tutoriel que je reconnais bien par ailleurs, très bien, voilà. Et si vous voulez aller plus loin, sur ma page de cours sous l'analyse factorielle, j'en parle dans le livre que j'ai mis en ligne, voilà. Le livre, il est là, Pratique des méthodes factorielles avec Python, et notamment, il y a le positionnement ici multidimensionnel. Je me suis concentré uniquement sur la méthode classique parce qu'elle suffit amplement dans la plupart des cas, mais il y a d'autres méthodes plus sophistiquées, voilà. Mais celle-là marche très bien, je vais essayer de cerner son intérêt. Voilà, et par ailleurs, j'ai mis également en ligne un support de cours. J'ai mis en ligne un support de cours qui explique ce qu'il y en est. Alors, schématiquement, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une matrice de distance. Vous avez une matrice de distance qui vous donne l'idée de l'éloignement qu'il peut y avoir entre paires d'individus. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une représentation graphique qui soit fidèle aux distances entre individus prises deux à deux. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Alors, je suis pas le seul à en parler, bien sûr, Il y en a qui en parlent, justement. Là, vous avez le support de cours de Ocknam, de Gilbert Saporta, de 2014, et il en parle, il en parle très bien par ailleurs, et souvent les exemples qui sont montrés, vous faites recherche Internet sur positionnement donc multidimensionnel, et souvent, la plupart du temps, on vous donne un exemple, c'est les villes. C'est les distances entre les villes, voilà, là, c'est des villes de France, voilà, des distances entre les villes qu'on met dans une représentation graphique et on arrive à reconstituer à peu près la carte du pays. C'est ça l'idée. Bon, moi, pareil, moi aussi je l'ai fait. Je l'ai fait dans un ancien tutoriel qui est là, voilà, multidimensionnel sous R. J'avais fait sous R en 2019. Euh, et j'avais récupéré enfin ça j'essaierai d'aller plus loin là-dessus plus tard, via OpenStreetMap, j'avais récupéré les villes, les chefs-lieux de province, je sais plus comment on appelle ça maintenant. De mon temps, on appelait ça les provinces. Voilà. Et j'avais donc reconstitué la carte de Madagascar, qui est là. Voilà. Là, il y a un graphique où je mets en parallèle les deux éléments. Voilà. Là, vous avez les villes sur la carte de Madagascar. Et là, en prenant les distances entre paires de villes, distance 2 à 2, voilà, j'ai fait un multidimensional scaling et je retrouve à peu près les villes. Là, vous avez Antsikranan, Tugosores, quoi. Voilà, Majanga, Tananarive par là, Thomas, Fatamatav, Fianarantsoa, puis Tuléar. Voilà, à peu près. Avec une certaine fidélité, parce que ça reste un calcul, et en contraignant donc la représentation dans le plan, bien sûr, on n'a pas toute l'information disponible. Et il faut essayer de quantifier ça aussi d'ailleurs. Voilà.
Très bien. Alors, tout ça expliqué en détail dans les supports que vous trouverez en ligne, hein. Moi, j'en parle moi-même dans le livre ici, j'en parle dans mon support de cours qui est là, et vous trouverez d'autres supports de cours de qualité sur Internet. Là, il faut regarder ça. Il faut vraiment regarder là pour le coup. Alors, le positionnement donc multidimensionnel classique, en réalité, il travaille sur des matrices de distance. Voilà. Et il faut que les distances soient des distances donc euclidienne, hein. Je montre ça dans cette page-ci. Voilà, hein. Donc voilà, vous avez les différentes propriétés ici, et il faut qu'elles soient euclidiennes. Nous, on va travailler sur des distances cosinus. Voilà. Donc, du coup, on peut avoir des valeurs, parce qu'il va calculer sur une diagonalisation de matrice au bout d'un moment, hein. Là, pour le coup, c'est la matrice des produits scalaires qui va diagonaliser. Ça va poser problème parce qu'on a des valeurs propres négatives. Donc, généralement, on a des corrections possibles, hein. Gilbert en parle très bien dans son support de cours, hein, les différentes corrections possibles. Voilà, avec les formules à utiliser. Il en parle ici, mais il y a une solution très simple également, c'est de se concentrer sur tout simplement les valeurs propres positives. Voilà. Et là, souvent, on représente dans le plan, mais on peut aller plus loin que ça, en fait. On peut également utiliser les représentations factorielles pour faire des calculs supplémentaires. Voilà. Alors, justement, pour mettre en avant les fonctionnalités de Scientist Tools, parce que c'est quand même le but de l'affaire, on est bien d'accord, hein. Le but de l'affaire, c'est de montrer les fonctionnalités de Scientist Tools, et notamment en termes de positionnement donc multidimensionnel. Voilà, je vais revenir sur un clustering de graphes. J'aurais pu revenir sur les positionnements des pays sur une carte, mais c'est tellement galvaudé que je me suis dit je vais faire autre chose. Donc je vais revenir sur l'histoire de clustering de graphes. Ça fait un lien avec mon cours aussi sur le clustering, hein, sur lequel j'essaie de voir. J'ai fini mon cours là. Et à chaque fois que j'ai fini un cours, pour un nouveau cours, j'essaie de faire un bilan et j'essaie de voir ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Et ensuite, j'essaie de regarder qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer pour insérer donc l'année prochaine. Sachant que les séances sont limitées toujours et qu'il faut absolument que les étudiants aussi aillent chercher un peu à côté, hein, au-delà du cours, hein. Le cours, c'est qu'un cours. Il faut chercher. Le cours, souvent, c'est donner des pistes pour que les étudiants puissent aller chercher par eux-mêmes plus loin. C'est ça. C'est comme ça que je conçois les cours, moi. Très bien. Donc, je vais revenir là-dessus, mais en les traitant de manière différente. Voilà, hein. Alors, j'avais fait ici, hein, le support de cours de ça, vous le trouverez également. Alors, comment je vais tourner l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? J'avais fait un petit graphique qui est là. Voilà, c'est ça que je vais essayer de reproduire. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une matrice d'adjacence, voilà, qui retrace les connexions entre des individus. Voilà. Par exemple, c'est des individus qui sont dans une localité quelconque, et on met 0 quand ils sont pas amis. Bon, quand donc la connexion d'un individu avec lui-même, par convention, on la met à 0, voilà, mais on met un 0 si les deux individus ne sont pas connectés, et on met 1 s'ils sont connectés. Ça peut être connecté dans un réseau social, sur un réseau social, je ne vais pas dire le nom, ça peut être également autre chose, ou bien ils se sont invités une fois, dîner au moins une fois, j'en sais rien, ainsi de suite. Très bien. Donc voilà. Donc on a des connexions entre paires d'individus, et on peut voir ça comme un réseau d'amitié, si vous voulez. Voilà. Alors, on peut tourner ça en une matrice de distance. Il y a différentes manières de calculer la similarité. Celle que j'avais mis en avant dans mon cours qui est là, page 17, il y en avait différentes, comme basée sur l'indice de Jacquard ou basée sur l'indice cosinus. C'est ce que je vais utiliser. Voilà. Alors lui, il calcule la distance en se fondant sur le voisinage. C'est-à-dire que on considère que deux personnes sont proches s'ils ont les mêmes copains. C'est ça l'idée, hein, c'est ça l'idée. Et deux individus sont lointains s'ils ont pas les mêmes copains. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Donc, on peut avoir deux individus qui sont connectés, mais qui sont éloignés en termes de voisinage, en termes de copinage, si vous voulez, hein. Je prends un exemple très simple. Par exemple, il y en a un qui joue au foot. Donc, il a des copains au foot, voilà, et ses copains ont les mêmes copains que lui. Bien sûr, c'est une communauté, les joueurs de foot. Il se peut que cet individu-là soit copain avec quelqu'un qui est fan du rugby, par ailleurs, parce que leurs enfants sont dans la même classe à l'école, ou bien qu'il l'a croisé je sais pas où, ainsi de suite. Mais là, pour le coup, ils sont connectés tous les deux, le fan de foot et le fan de rugby, mais ils n'ont pas des amis communs. Le fan de rugby a ses amis à lui, le fan de foot a ses amis à lui, et il n'y a pas de connexion entre eux. Et c'est en cela que la distance est donc éloignée. Il y a une grande distance entre eux. Même s'ils sont connectés, même s'ils sont connectés, comme ils n'ont pas les mêmes copains, la distance est grande. Voilà. Donc, on a ici une matrice de distance cette fois-ci. On a différentes que voilà. Donc moi, ce que j'ai utilisé dans mon tutoriel là, c'est la distance cosinus.
Voilà, basé sur l'indice de similarité cosinus. Donc, c'est 1 moins la similarité cosinus. Très bien. Alors, pour pouvoir avoir une vision globale, parce que là, j'ai pris un petit, hein, j'ai pris une fraction du tableau, là. Le tableau, il est grand, en fait, hein. Il est là, le tableau. Voilà. Voilà. Donc, essayez de voir qui est copain avec qui dans un bon courage. Bah non, 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 non. Donc, ce serait pas mal qu'on ait une représentation graphique. L'idée de la data vis, si vous voulez. Et justement, l'idée, c'est ça, c'est que sur la base de la distance entre paires d'individus, je vais essayer de retrouver une représentation factorielle, je mets bien des guillemets sur factorielle, voilà, ou qui préserve au mieux donc la distance entre paires d'individus. Voilà. Alors, la dimensionnalité, c'est un paramètre, c'est à nous de la choisir. Généralement, on met en 2D pour pouvoir voir le graphique simplement. Mais ça peut être 3 dimensions, ça peut être 4 dimensions, ainsi de suite. Parce que, en fait, il y a deux choses. Il y en a un, on fait une représentation graphique, on est dans la data vise, ok, donc on voit les proximités, on voit que Cal est proche de Foss, que Ben est proche de Rogue, ainsi de suite. Voilà, très bien. Mais aussi, comme on a maintenant une représentation individu variable, donc ici les variables, c'est quoi? C'est les représentations factorielles, entre guillemets, et les individus, c'est les individus qui sont là. Et donc là, j'ai les coordonnées de Rogue, là, j'ai la valeur en abscisse, j'ai la valeur en ordonnée, donc j'ai deux dimensions là. Donc je peux appliquer les algorithmes qui s'appliquent avec des tableaux individus variables. C'est ça l'idée. Voilà. Alors bien sûr, il y a une contrainte. Il y a une contrainte déjà, c'est que la fidélité. Donc on peut avoir ici les pourcentages qui décrivent ça, hein. On l'a justement dans le MDS classique. Voilà. Mais en réalité, l'objectif final, c'est d'essayer de trouver des communautés. Donc à ce moment-là, il se peut qu'on perde de l'information, mais qu'on garde uniquement l'information importante, en fait. Il y a une perte d'information, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qu'on veut justement, c'est enlever les fluctuations d'échantillonnage, le bruit, si vous voulez, pour garder que les patterns et faire les calculs de calcul des communautés sur ces patterns-là. Donc ça peut être une idée intéressante. Alors, je mets des guillemets sur factoriel. Pourquoi? Parce que, par définition, donc, ce qu'on appelle un facteur, c'est une variable latente. C'est une combinaison, souvent linéaire, donc des variables initiales. On n'a pas de variable initiale ici. Ce qu'on a, c'est une représentation des individus dans un nouvel espace, tout simplement. Voilà, avec un certain niveau de fidélité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est des facteurs qu'on a à psi ordonnées ici. Voilà. Mais on peut le considérer comme tel, parce que c'est des coordonnées d'individus dans un nouvel espace. C'est comme ça qu'on peut le prendre. Voilà. Donc, comme j'ai un tableau individu variable, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, c'est variable 1, c'est dimension 1, variable 2, c'est dimension 2. Si je m'en tiens qu'à 2, hein, voilà, là, j'ai des individus avec ces coordonnées, ben, je peux appliquer un algorithme de clustering. Par exemple, un k-means. Alors, si je fais un K-means en deux dimensions, là, il n'y a pas de secret. On voit, il y a un premier groupe là, on voit un deuxième groupe là, et un individu là qui est un peu intermédiaire. Mais bon, comme on a un K-means crisp, hein, il va forcément l'affecter à un des groupes. C'est ce que je montre ici. Donc, j'ai fait les K-means dans cet espace-là, à deux dimensions, et maintenant, j'ai les représentations qui sont là. Voilà. Vous avez le premier groupe là, ça paraissait évident ici, hein. Voilà. Et j'ai un deuxième groupe qui est là. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la première phase. J'ai répondu à la première partie, hein. C'est la création des communautés. Donc je vois deux communautés ici. Une première communauté que j'ai mis en vert. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique, hein. J'ai mis vert simplement comme ça, hein. Et là, une communauté qui est rouge. Là aussi, ça n'a rien à voir avec la politique. J'ai mis rouge comme ça, tout simplement. Voilà. Très bien. Ça, c'est une première espace. Donc, c'est une première étape. En soi, déjà, c'est important. C'est déjà intéressant. Voilà. Là où ça devient intéressant réellement, et c'est là que j'ai vraiment trouvé très sympa Scientist Tools, c'est que dans Scientist Tools, si on regarde le CMD Scal, voilà, j'ai regardé la documentation, j'ai regardé le code source aussi, hein. Vous avez le code source là, voilà, vous avez le code source, j'ai vu qu'il y a une fonction transform. Ça veut dire qu'on peut projeter des individus supplémentaires. Ah bah ça, bah allez voir dans scikit-learn, bah il y en a pas. En tout cas, là aujourd'hui, là, on est les 15 mai 2023, il n'y a pas de transform dans scikit-learn dans la classe MDS. Voilà. Or, c'est très important qu'on puisse classer des individus supplémentaires, qu'on puisse les positionner dans l'espace factoriel pour voir son voisinage, justement. Justement, c'est la deuxième partie que je prends là. Je prends un nouvel individu, voilà, c'est Ross. Hein, voilà, Ross, hein, voilà, je mets un peu ici pour qu'on voit bien.
Ross, ça peut être Ross Kinlan, par exemple. Ceux qui sont les chercheurs de ma génération savent très bien qui est Ross Kinlan. Voilà, bah, ça peut être, voilà, hein, voilà, Ross. Et il est copain avec certaines personnes. Zéro, il n'est pas copain. Un, il est copain. C'est-à-dire qu'ils sont connectés sur un réseau social ou bien ils ont bu un verre ensemble. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, très bien. Donc, Ross a un certain nombre d'amis là. Il est copain avec Bess, avec Bru, Cam, Chu, Duc, Ad et elle. Voilà. Alors, du coup, je veux savoir à quelle communauté il appartient. Voilà l'idée. Hein. J'ai un Ross qui est là, il a un réseau d'amitié vis-à-vis des individus actifs. Voilà. Il appartient à quelle communauté? Communauté des verts ou communauté des rouges? Voilà. Bah, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer ça parce que j'en ai plus l'usage. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de reconstruire les étapes. Alors, je prends son réseau d'amitié. Voilà, j'attention à mon distance en regardant tout le temps les voisinages. Voilà, la distance cosinus. Très bien. Une fois que j'ai une distance cosinus, c'est là que c'est très intéressant le CMD Scale de Scientist Tools. Je peux prendre via le vecteur de description des distances cosinus avec les individus actifs, je peux calculer sa position en tant qu'individu supplémentaire. C'est génial, c'est génial, hein, parce que n'oublions pas que une des finalités du machine learning, c'est le déploiement, hein, la mise en œuvre dans le système d'information de l'entreprise. Et il faut absolument qu'on ait cette fonctionnalité-là. Voilà. Et bien, on a ici avec le transform. Voilà. Du coup, via ces distances par rapport aux autres, je le projette dans l'espace factoriel et je vois qu'il est proche de cette communauté-là. Donc, il est plutôt dans la communauté des verts en réalité. Voilà. Donc, on voit bien qu'il est proche de cette communauté-là, hein, ici, hein, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme on a un réseau d'amitié initialement, là, on voit bien que c'est un réseau d'amitié, là. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement je le positionne, donc les individus plus Ross dans l'espace factoriel, dans l'espace du MDS, hein, du multidimensional scaling, mais en plus également, je matérialise ces connexions via ce vecteur de connexion-là, ce vecteur d'amitié. Hein. Voilà. Et on voit bien qu'en réalité, il a plus d'amis parmi les verts que parmi les rouges. Donc on a une double validation hein, du déploiement ici, hein, de l'affectation d'individus supplémentaires. D'une part, par rapport à sa distance au barycentre, parce que c'est ce que fait les Camins, hein, c'est une distance au barycentre de l'individu, voilà, très bien. Et d'autre part, par rapport à son réseau d'amitié vis-à-vis des personnes qui sont dans les différentes communautés. Et ça, c'est très intéressant. À chaque fois qu'on fait une analyse, plus on a une multiplicité de points de vue, meilleure sera la qualité des résultats parce qu'ils se valident entre eux. Hein. J'ai une première approche, j'ai un premier résultat. Je prends une deuxième approche, j'ai un résultat. Je confronte les résultats et ils se confirment l'un l'autre. À ce moment-là, ça vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie sur la bonne voie. En revanche, vous prenez une première approche pour une analyse donnée, pour un problème donné, vous avez un résultat. Vous faites une deuxième approche qui doit arriver sur le même résultat, mais vous vous rendez compte que les résultats n'ont rien à voir entre eux, ça veut dire souvent qu'il y a un souci. Soit un souci de calcul, vous avez fait une mauvaise manip, soit vous avez mal posé votre problème, soit vous avez une des approches qui n'est pas valable en réalité. Mais en tous les cas, c'est très important tout le temps de ne pas prendre qu'une seule solution univoque en disant voilà la vérité suprême. Ça n'existe pas. En machine learning, il n'y a pas de vérité suprême. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Il y a différents points de vue sur un jeu de données et essayons de comprendre qu'est-ce qui nous fournit en réalité. Voilà. Alors, dernier point, attends, je parle beaucoup, hein, mais bon, ça me paraît important de bien mettre en avant ça. Généralement, quand je suis en TD avec les étudiants, j'ai du mal à ça parce que dès qu'ils sont devant une machine, vous parlez, ils regardent d'ailleurs, ils sont déjà ils sont en train de tripoter leur clavier. Toi, tu es au tableau, tu essaies d'expliquer exactement qu'est-ce qui est important et ils te regardent à peine, c'est comme si tu n'existais pas. C'est très difficile. Donc, du coup, je profite de ma vidéo là pour bien détailler les différents résultats parce que ça, clairement, je vais l'introduire dans mes TD là. Ça me paraît très intéressant cette idée-là. Je suis très content d'avoir trouvé cette fonctionnalité là dans Scientist Tools et de pouvoir développer un TD que moi, j'ai jamais fait jusqu'à présent. Hein. Je savais que c'était possible de le faire, mais j'avais pas les outils pour le faire. Là, j'ai un outil avec Scientist Tools qui me permet de le faire. Ah bah, bien sûr que je vais en profiter. Hein. Je vais en profiter et je vais en faire profiter les étudiants surtout.
Alors, dernier point très important, hein, regardez, donc là, on a un graphe, on aurait pu l'avoir, hein, regardez ici, hein, dans mon exemple qu'il y a là, on peut avoir le graphe. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que déjà, on a le réseau ici, très bien, qui retranscrit ce qu'on a dans la matrice d'adjacence, hein, mais surtout, les positions des individus, voilà, vous traduisent leur distance. Les positions relatives des individus vous traduisent donc la distance qui est entre les individus. Hein. Donc, dans le graphe il y a un double point de vue. J'adore les multiplicités de points de vue, vous l'avez compris. Un, on a les connexions avec les traits là, mais en plus, les proximités vous traduisent l'idée de distance qui est entre les individus. Donc, le point là est proche de celui-là. Ce point-là est loin de celui-là, même s'ils sont dans la même communauté. Hein. Ils n'ont pas les mêmes copains. Hein. Ces deux points-là ont les mêmes copains via la distance, c'est ce que transcrit la distance cosinus. En revanche, ces deux individus-là, même s'ils sont dans la même communauté, ben, ils sont des copains pas très, enfin, ils ont à peu près pas beaucoup de copains en commun. Voilà l'idée. Donc c'est très intéressant, hein. Il y a une double vision là, hein. Les proximités vous traduisent les distances et les traits donc vous traduisent les connexions. Ça, c'est vraiment un élément très important. Bon, j'arrête de parler. Je pourrais parler des heures tellement je trouve ça passionnant, mais le plus important maintenant, c'est qu'on va lancer les traitements. Alors, j'ai installé Scientist Tools, hein, voilà, c'est bien, voilà. Et la version que j'utilise là, c'est la version 0.0.5. Euh, voilà, voilà. De toute manière, je l'ai vérifié. Voilà. Et là également, si j'ai un conseil à donner, créer tout le temps un environnement, un fichier d'environnement. Moi, j'utilise Anaconda, hein, donc j'ai créé un environnement dans lequel j'ai installé les différents packages qui étaient nécessaires, et notamment Scientist Tools 0.0.5. C'est ce que j'utilise ici. Hein. Donc vérifiez bien ça. Quand vous allez récupérer le code source et tout ça que je mettrai en ligne, ou que vous essayez de retracer la vidéo, en faisant les traitements vous-même sur vos propres jeux de données, ça serait très intéressant. Là, vérifiez bien que vous avez les bonnes versions de Python, Python d'une part, et de Scientist Tools 0.0.5. Alors là, justement, j'ai fait le notebook, j'ai vérifié la version de Python. Donc, il faut une version minimale de 3.10. C'est décrit ici, hein. Vous avez les descriptions qui sont là. Voilà, vous avez les différents éléments qui sont là. Très bien. Ensuite, je charge le fichier de données. Donc, je charge le fichier de données, voilà, et j'ai la matrice d'adjacence. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai ça ici. Bon, là, j'ai réduit parce que sinon, dans le PowerPoint, ça rentrait pas, hein, mais vous, ici, vous vous rendez bien compte que, voilà, il y a 24 individus en tout. Il y a 24 individus en tout. Bon, voilà. Très bien. Donc, je vais calculer la distance cosinus. La distance cosinus, c'est la distance par paire d'individus. Elle est dans scikit-learn. Hein, donc, pairwise, voilà, et je prends la distance cosinus, voilà, que je mets sous forme de data frame. OK, j'affiche les premières valeurs. À ce stade-là, donc, j'en suis là. Vous voyez bien, hein, on a la matrice des connexions, des amitiés, c'est une relation d'amitié, hein, comme des romans d'amitié. Ceux de ma génération connaissent la chanson en question. Voilà, vous avez la relation d'amitié là, ou le roman d'amitié si vous voulez. Et ensuite, je calcule la distance cosinus. Donc, j'en suis là. Très bien. Une fois qu'on a ça, du coup, je vais vérifier que c'est bien une distance avec les propriétés. Voilà. Très bien, donc lui, il me dit oui, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est positive, 0 quand la distance d'un objet avec lui-même, on a la symétrie et donc l'inégalité triangulaire. Alors, c'est une distance cosinus, donc c'est pas une distance euclidienne, on est d'accord là-dessus. Hein. Ok. Mais la CMD-scale s'applique quand même. Hein. On peut avoir des valeurs propres négatives, soit on corrige la matrice pour ne pas avoir ce problème-là, soit on ignore tout simplement les valeurs propres négatives. Moi, je prends que les deux dimensions ici, voilà, et elles seront toutes les deux positives, les valeurs propres associées. Donc, je peux faire des calculs. Hein. Voilà. Encore une fois, hein, regardez bien ce qu'expliquait d'une part ce que expliquait Gilbert Saporta ici, dans ce support de cours. Moi aussi, j'en parle par ailleurs dans mon support de cours, hein, avec les différentes corrections possibles, hein, les différentes stratégies possibles. Alors, une fois que c'est ça, du coup, je vais importer les fonctions de Scientist Tools. Alors là, encore une fois, hein, utilisez bien la version 0.0.5. Voilà. Alors, je tenais à dire merci à l'auteur de la librairie parce que je lui ai écrit, justement, j'ai fait quelques commentaires pour avancer et très aimablement, il m'a répondu déjà, il doit être très occupé par ailleurs, hein, voilà, et ça a permis d'avancer cette vidéo aussi, justement. Donc, je le remercie très chaleureusement pour sa disponibilité et le fait qu'il ait répondu à ma sollicitation. Alors, du coup,
Voilà, donc je charge les outils. Voilà, très bien. Et j'affiche la documentation. C'est toujours important de voir les fonctionnalités, donc avec un help, tout simplement, ça affiche la documentation. Voilà, on a les différents paramètres possibles. Voilà. Donc, vous pouvez aller plus loin, hein. De toute manière, quand vous exportez un HTML, vous avez le détail, hein. Moi, ici, si j'affiche, vous avez tous les détails. Voilà, ça vous permet de comprendre ce qu'il y a exactement dans les différentes fonctions. Voilà. C'est important tout le temps de lire la documentation. C'est bien quelque chose que je dis aux étudiants qu'ils n'écoutent pas trop, non, sauf quand ils plantent. Généralement, on lance quand ça plante pas, tout va bien, même si on ne sait pas ce qu'il fournit. Et c'est quand ils plantent, généralement avec un truc bien rouge là dans le notebook, c'est là généralement qu'ils se disent, ouh là là, monsieur, il y a un problème. Et généralement, c'est là que j'arrive. Alors, je vais mettre ça un peu par là parce qu'il faut pas que ça embrouille la lecture. Alors, j'écarte ça un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'appelle la fonction cmdscale, hein, donc le positionnement donc multidimensionnel classique. Je demande que deux composantes, voilà, pour avoir le plan. On peut faire plus loin. Si je veux faire des calculs par la suite, voilà, à ce moment-là, on peut demander des dimensions supplémentaires, hein, pour mieux capter les informations. Voilà. Mais là, on a vu déjà qu'en deux dimensions, on avait bien vu les blocs qui se séparent, hein. Donc là, faire du clustering derrière, voilà. Eh bien, donc là, je mets les index et les noms d'individus, hein, c'est Ben, Ross, ainsi de suite, là, et je dis que la matrice de distance a été précalculée. J'ai déjà une matrice de distance. Sinon, vous passez des données individu variables et c'est lui qui calcule les distances. Bah, là, pour le coup, l'intérêt de la méthode, elle est moins flagrante pour le coup, hein, parce qu'on pourrait utiliser des ACP ou d'autres méthodes par ailleurs, hein. Là, c'est très intéressant parce qu'on a une matrice de distance initialement. Donc, les méthodes classiques ne s'appliquent pas là, hein, on est d'accord là-dessus. Là, si on veut faire du clustering, il y aurait que la CAH qui serait utilisable, hein. Là, du coup, je vais faire des transformations pour pouvoir utiliser les K-means. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Donc voilà, je n'affiche pas les graphiques, je vais les afficher moi-même au fur et à mesure. C'est mieux d'avoir le contrôle. Donc, et je lance les calculs. Très bien, il me dit, très bien, j'ai calculé avec les différents paramètres que j'ai fixés. Une fois que j'ai ça, je récupère les valeurs propres, hein, voilà, les deux premières, parce que je veux que le plan, et tous les deux sont positifs, donc tout va bien, tout va bien. Voilà, sinon, il faudrait mettre en place les différentes corrections qui sont décrites notamment dans le support de Saporta qui est là, hein, Gilbert Saporta qui est là. Voilà. Moi-même, j'en parle un peu, mais lui, il va dans plus de détails quand même. Alors, une fois qu'on a ça, très bien, je récupère les fameuses coordonnées factorielles. Factorielles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien un tableau individu variable. Là, on a les différentes dimensions et là, on a les individus. Voilà. Donc, si on a un tableau individu variable et que je veux faire un clustering, je peux appliquer différentes méthodes. Je pourrais appliquer la CH, mais l'intérêt ici est moindre, hein, d'être passé par une étape intermédiaire. Mais en réalité, je peux utiliser également d'autres méthodes également, hein. D'autres méthodes comme les K-means, qui travaillent que sur des individus variables, hein, telle qu'elle est programmée en tous les cas dans la plupart des librairies, dans la très grande majorité des librairies. Voilà. Mais je pourrais aussi utiliser d'autres méthodes, voilà, qui permettraient, par exemple, de mettre en évidence les points atypiques. Voilà. Alors justement, je vais faire les graphiques. Alors, je récupère les coordonnées max et min pour bien les délimiter, hein, comme là, je mets les mêmes valeurs en abscisse ordonnée. Moi, j'apprécie ça dans les représentations factorielles pour qu'on ait une idée de la dispersion. Et à partir de ces valeurs min et max, là, j'ai défini ici les valeurs maximales et minimum de mon graphique avec le FVCMDS, qui émule ce qu'on peut avoir dans ggplot notamment. Voilà, c'est ce que je montre ici. Voilà. Alors, pas besoin d'être prix Nobel, hein, pour bien voir qu'il y a deux groupes principalement. Voilà, hein, un par là, un par là. Et pas besoin d'être prix Nobel non plus, car il y a un individu là, on peut discuter, hein. Il y a des individus, ça reste discutable, hein. En réalité, on pourrait se dire qu'il y a des points atypiques, hein, qu'il y a deux communautés là, et qu'il y a des points atypiques par là. Donc là, les K-means, lui, c'est pas, on lui donne deux groupes, il va faire deux groupes. Donc là, cette visualisation-là, c'est tout l'intérêt de la data vise, hein. Voilà, ça nous permettrait, par exemple, de réfléchir à quelle méthode je vais utiliser. Peut-être que c'est intéressant d'utiliser des méthodes de clustering qui permettent de mettre en évidence donc les individus atypiques. C'est ça l'intérêt, hein. Il y a deux manières de voir les graphiques. Un graphique, ça permet de mieux présenter un résultat, mais il y a aussi une autre manière de voir les graphiques, c'est que ça permet de mieux explorer les données. Il ne faut jamais oublier cette deux visualisations, cette double considération des graphiques dans la démarche de machine learning, dans la démarche statistique. Bon, alors, je peux avoir le même graphique en mettant en avant les connexions. N'oublions pas que le point de départ, voilà, c'est une matrice d'adjacence. Donc, les 1 et 0, là, les 1, là, je peux les matérialiser dans le graphique. Donc, j'ai leur position relative maintenant dans le plan. C'est ce qu'on a là.
j'ai les positions relatives des points dans le plan, je peux matérialiser, par des traits, les connexions entre les individus pour voir qui est ami avec qui. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc, je récupère tous les segments entre les points connectés. Donc là, ça me permet de savoir qui est connecté avec qui. Voilà. Et je récupère les coordonnées factorielles. Factorielles. Hein, voilà. Et je trace. Je vais récupérer donc les coordonnées des points qui sont connectés. C'est ce qui se passe ici. Donc, dans le fichier de données, il y a 78 individus qui sont connectés. Je prends que la partie triangulaire supérieure. Hein. La matrice est symétrique. Ça sert à rien de prendre dans la partie, de prendre deux fois la même chose. Voilà. Très bien. Donc, je récupère ici. Voilà. Et pour voir, par exemple, donc les premiers individus connectés, ce serait, voilà les coordonnées du premier individu et voilà les coordonnées du deuxième individu. Hein. Pour les premiers individus connectés, en l'occurrence, pour nous ici, ce serait Ben et Bou. Donc les coordonnées de Ben, c'est ce qu'on a là. Et les coordonnées de Bou, voilà, c'est ce qu'on a ici. C'est pas mal ça, hein. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais le graphique. Alors, je me suis un peu amusé, voilà. Donc, j'ai mis une line collection. J'aurais pu tracer avec des lines, des plots ou des scatters, je sais pas, hein, voilà. Mais j'ai pris une line collection de Matplotlib, voilà, avec tous les segments, voilà, et je l'ai passé en dessous. Il faut pas que les lignes écrasent les différents individus hein, dans le graphique. Voilà. Donc voilà, j'ai mis les différentes informations là, et ensuite j'ai fait le graphique ici, j'ai rajouté la collection, et ensuite j'ai rajouté les cercles, et j'ai mis les noms des individus, leur label, leur étiquette. Voilà, c'est ce que je fais ici. Boum, voilà, et on a bien ça. Donc, je répète encore une fois, il y a deux choses dans ce graphique-là. La proximité vous donne la distance, donc vous donne une idée de la distance qu'il y a entre les individus. Donc ces deux individus-là sont peu distants. Voilà. Et même si Tos est ami avec Ben, ils sont distants, plus distants en tout cas que Kaletos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes amis communs. Ils ont peu d'amis en commun. Voilà. Donc il y a deux éléments ici. Hein. Il y a les connexions qui sont matérialisées par les traits, entre est-ce qu'ils sont amis ou pas, et la distance qu'il peut avoir donc avec les individus basée sur le voisinage via la position relative des points. Hein. Tos et Rogue, là, sont vraiment éloignés, ça veut dire qu'ils n'ont pas des amis en commun, en fait. C'est en cela qu'ils sont éloignés ici. Donc la position relative, là, vous donne une idée de l'éloignement qu'il y a entre les individus en termes de distance. Donc il y a une double information dans le graphique. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient de ça. Hein. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient de ça. Bien, donc on a une lecture très riche du graphique. Hein. C'est ça qui est intéressant. Une fois qu'il y en a ça, donc, comme j'ai des coordonnées individus variables, là, hein, on a les coordonnées individus variables, je peux lancer un Kamins. J'aurais pu faire un CH, mais à ce moment-là, passer par le MDS n'est pas du tout intéressant. En revanche, comme j'ai des coordonnées individus variables, je peux lancer les Kamins, c'est ce que je fais ici. Donc je demande deux groupes parce que je suis pas trop bête, j'ai vu ce qu'il y avait, voilà. Et il me dit que j'affiche l'inertie, voilà. Et si j'affiche donc les labels des individus, donc les groupes d'appartenance des individus, voilà, il y a 0 et 1, les étiquettes qui donnent par défaut, hein, et il y en a 12 dans le groupe 0, il y en a 12 dans le groupe 1. Alors, pour pas confondre avec le 0 et 1 qui est là, qui est je suis ami ou pas ami, j'ai changé les noms. Donc, j'ai renommé les groupes en A et B. Donc, il y a deux groupes, il y a le groupe A et le groupe B. Voilà. Et comme ça, ce sera plus, on ne va pas confondre avec je suis connecté ou pas connecté. Hein. Là, le A et B, ça vous indique les groupes d'appartenance. 0 et 1, ça vous indique les connexions. Ça pouvait être ambigu, hein, ce 0 et 1 qui désigne aussi les groupes. C'est pour ça que j'ai mis A et B ici pour éviter hein, cette ambiguïté-là. Donc c'est ce que je fais ici, et bien sûr on a les mêmes résultats là. Si on n'a pas les mêmes résultats, faut s'arrêter tout de suite, hein, parce que bien sûr, hein, j'ai changé les zéros en A et les 1 en B, c'est tout. Hein. Donc on a bien le même résultat là et là, sinon ça va pas le faire. Hein. On est d'accord là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai refait les graphiques, voilà, et cette fois-ci, je matérialise donc les groupes d'appartenance. Donc c'est ce qui se passe ici, hein, voilà, et c'est ce qu'on voit. Bon, je mettrai le code en ligne pour que vous voyez bien. Hein. Donc, toujours, j'ai les collections. Voilà. Ensuite, je fais les graphiques. Et cette fois-ci, j'utilise un jeu de couleurs différent pour désigner dans les cercles les couleurs associées. Donc, il y a un premier groupe des verts, c'est le groupe A, et le groupe des oranges, le groupe B. Hein. Voilà. Très bien. Et ensuite, je mets les étiquettes des individus, les noms des individus, et j'ai rajouté une légende pour qu'on le voit bien. Donc, c'est ce qu'on se passe ici.
Voilà. Je me suis un peu embêté à le faire, hein. Mais bon, je trouve que le résultat est assez joli. Donc j'aime bien faire des graphiques jolis parce que il faut que ça parle tout de suite. Faire un graphique et le rendre attrayant et intéressant, c'est jamais du temps perdu. Parce que ça permet à la personne qui discute avec vous de voir ce que vous voulez dire, hein. Des fois, il y a des choses difficiles à dire verbalement. Avec un graphique, ça apparaît tout de suite très clair. Et c'est tout l'intérêt de faire des efforts dans les graphiques, hein. C'est pas du flonflon, les graphiques. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose quand on veut communiquer des résultats, les graphiques, c'est vraiment un outil très important. Alors voilà, bah, on voit ici les groupes d'appartenance, hein, bah, il n'y avait pas de secret, rien que visuellement on avait vu les groupes se former. Voilà, donc on a un premier groupe, là, le groupe B et le groupe A qui est là. Les verts qui sont là, les rouges un peu, voilà, qui sont là. Voilà, on voit très bien ici. Voilà, et encore une fois, hein, la position relative, là, elle vous donne une idée de la distance qu'il peut y avoir entre les individus. C'est ça qui est important. Eh bien, alors, une fois qu'on a ça, maintenant, on se pose la question. On se pose la question. Alors, si on voit l'ex ici, l'ex, là, en réalité, on voit bien qu'il a la croisée des chemins, là, hein. Il aurait pu être là comme il aurait pu être là. En fait, quand on regarde ses connexions, en fait, il a 4 amis et 2 amis parmi les rouges et 2 amis parmi les verts. Ça montre bien son ambivalence, hein. Voilà, c'est ce que je montre ici, hein. Les amis de l'ex, je récupère les amis de l'ex. Voilà, l'ex doit être Alexandre, j'imagine, je n'en sais pas, hein. Voilà. Il y a 2 amis parmi les rouges, il y a Emza, voilà. Et il y a Ben, et parmi les verts, il a 2 amis également. Donc lui, pour le coup, il est vraiment ambivalent, hein. Il est copain avec tout le monde, si vous voulez, hein. En tout cas, il est à mi-chemin entre les deux communautés. Donc là, pour le coup, ce serait intéressant d'avoir une méthode de clustering qui est capable de mettre en évidence les points atypiques. Je vous laisse deviner quelle méthode on pourrait utiliser pour ça, hein. En cherchant un peu, on trouve elle est implémentée dans les librairies intéressantes, bien connues sous Python, par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant ça, hein. Quand vous avez un graphique et que vous avez des éléments qui attirent l'attention, il faut absolument revenir dessus, hein. Moi, j'ai suffisamment corrigé de copies dans ma vie ou lire des rapports de stage. Il y a un graphique ou gros comme une maison, il y a un truc qui va pas, et hop, l'étudiant il passe très vite dessus. Mais non, non, quand vous avez quelque chose qui est un peu bizarroïde dans un graphique, il faut revenir sur le graphique et expliquer pourquoi. Pourquoi votre courbe, il y a une bosse, pourquoi vous avez un individu qui est isolé là-bas, qu'est-ce qui se passe avec ces individus-là? C'est des genres de choses qu'il faut absolument ne pas laisser passer, hein. Ou bien n'affichez pas le graphique si vous voulez, mais vous affichez un graphique qui attire l'attention, qui amène des commentaires et vous ne faites pas de commentaires, c'est juste un problème. Très bien. Alors, du coup, maintenant, c'est là que c'est intéressant. Et là, pour le coup, Scientistool se démarque réellement et propose une fonctionnalité que moi, je trouve décisive. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un nouvel individu, Ross, hein, Ross Kinlan. Bien, il a des relations avec certaines personnes. Voilà. Du coup, s'il y a des relations avec certaines personnes, voilà, à quelle communauté donc on pourrait donc l'associer? Une manière très simple de faire, c'est de compter ses amis dans les différentes donc, communautés. Voilà. On n'a même pas besoin de se positionner, de parler de positionnement donc multidimensionnel dans ce cas-là, hein. Il suffit de calculer donc le nombre d'amis qu'il y a parmi les rouges, le nombre d'amis qu'il y a parmi les verts, et du coup, on pourrait l'associer à une des communautés. Ça, c'est un premier raisonnement. Mais aussi, on peut avoir un deuxième raisonnement en regardant son voisinage dans l'espace factoriel. Donc, si on veut faire ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, on peut avoir 2 réponses pour la même question. Et il faut voir si ces 2 réponses-là matchent, hein. S'ils ne matchent pas, inquiétez-vous tout de suite. S'ils matchent, c'est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité que vous avez, mais en tous les cas, ça vous rassure sur votre démarche, hein, sur votre manière de traiter le problème. Donc, on verra le calcul des amis ici. On le fera après. Donc, il y a une autre démarche possible, c'est que je vais calculer les distances ici en termes de voisinage, voilà, et ensuite je vais le plonger en tant qu'individu supplémentaire dans l'espace factoriel. C'est ce que je fais ici. Voilà. Pas besoin d'être prix Nobel bis, voilà, ou grand clair, si vous voulez, pour voir qu'en réalité, il fait plutôt de la communauté des Verts par là, en réalité, hein. Ses voisins, ses amis, hein, son réseau d'amitié est plutôt par là, en fait, hein, et surtout avec CHU et Duc. Voilà. Du coup, on peut faire un double graphique où on fait apparaître les communautés. Voilà, un double graphique, on fait apparaître les communautés, d'une part, voilà, et d'autre part, en mettant les traits, on montre ses amis.
Et on voit bien qu'il a un seul ami parmi les rouges et que tous les autres amis, il les a parmi les verts. On a une double validation de notre résultat. Il est proche de la communauté des verts en termes de distance. Voilà, donc l'affectation, donc son affectation, donc la communauté des verts semble naturelle. Et de surcroît, voilà, on voit qu'en termes d'amitié, il a un seul ami parmi les rouges et tous les autres amis qu'il a, les 6, en fait, on va les compter tout à l'heure, les 6 amis qu'il a, il les a parmi les verts. Donc c'est bien un vert. Hein. Ça n'a rien à voir avec le foot non plus, hein, voilà. Mais bon, le rose, là, c'est plutôt un vert en réalité. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Il faut absolument que vous, je parle aux étudiants pour le coup, quand vous traitez un problème, il faut absolument voir les différentes facettes du problème et essayer de voir les différentes manières de traiter le problème pour voir si les résultats concordent. Hein. Et ça permet d'auto-valider vos résultats. Voilà. Alors, bah, du coup, je vais faire les différents calculs maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je lis la deuxième feuille supplémentaire. Voilà, je lis. Voilà, Ross, il est ami avec Bess, avec Bru, avec Cam, avec Chu, Duc, ainsi de suite, avec Rad, avec Elle. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je calcule sa distance également en termes de est-ce qu'ils ont les mêmes copains? C'est ça, hein, en termes de réseau de copinage, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai la distance cosinus là. C'est bien vu. Hein. Voilà. Donc quand ils n'ont pas de copains en commun, ça veut dire que la distance est 1. Bon, voilà. Ensuite, il faut la transformer ici en data frame. Voilà, c'est ce que je fais ici. Et j'appelle la fonction justement qu'on ne trouve pas dans les autres librairies, en tous les cas ceux que j'ai cherchés. Hein. J'ai regardé dans scikit-learn, ben, il n'y est pas. Hein. Voilà, j'appelle la fonction transform. Donc, ça permet de calculer les coordonnées de l'individu supplémentaire dans l'espace factoriel. J'en parle dans le support de cours ici, hein, dans le support qui est là. Je n'ai pas prévu de, voilà, mais je montre comment calculer les coordonnées de l'individu supplémentaire. Hein. C'est décrit par là. Hein. Voilà, ça doit être par là. Ça doit être par là. Voilà. Mais regardez, voilà, individu supplémentaire. Voilà, très bien. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Voilà, du coup, j'ai ces coordonnées en abscisse et j'ai coordonnées en ordonnée. Et du coup, je peux faire le graphique. Alors là, on va revenir 2 secondes sur les fonctionnalités graphiques de Scientisplus, que là également, je trouve particulièrement pertinent. Regardez, pour faire le premier graphique, voilà, j'appelle le FVCMDS. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais ça me renvoie un résultat. En fait, c'est un pointeur sur le graphique. J'ai une sorte de pointeur sur le graphique. Voilà. Donc, voilà, j'ai les coordonnées factorielles ici. Et là, j'ai un pointeur sur le graphique en question. OK. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Dans ce graphique-là, au lieu de le refaire en entier, voilà, donc ça c'est le premier graphique, je vais rajouter une deuxième couche. Voilà, c'est l'individu supplémentaire avec ses coordonnées. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire un copier-coller du premier graphique pour ajouter donc l'individu supplémentaire. C'est pas nécessaire. Je prends le pointeur du premier graphique qui est là, et je lui rajoute une forme de concaténation, le point supplémentaire dans ce graphique-là. C'est génial, c'est génial. Et je print, bon là pour le coup print parce que c'est print, hein, ça aurait pu être un plot plutôt, hein, voilà, je print le graphique et on a bien l'individu supplémentaire. Ah, c'est bon ça, hein, on voit bien l'idée, on voit bien l'idée ici. Voilà, donc ici le premier graphique, j'ai pas besoin de m'embêter là-dessus. J'ai rajouté une surcouche dans le premier graphique. Voilà. Bon, on voit bien qu'il est dans cette communauté-là. Hein, et là, il n'y a aucun doute pour le coup. Hein. S'il est positionné là, ça veut dire qu'avec les individus-là, ils ont les mêmes copains. Voilà. Euh, qui ça semble se ressemble pour le coup. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a ça, alors, ça, c'est un premier point de vue déjà. Hein. Mais n'oublions pas qu'ils sont connectés également. Donc, on peut voir aussi les réseaux d'amitié. Hein. Il y a le voisinage en termes de distance, mais il y a aussi le réseau d'amitié. C'est ce qui se passe ici. Donc, je vais croiser déjà avec les groupes. Voilà. Donc, je regarde le nombre d'amis de Ross. Il y a 7 amis. Donc, ça veut dire que dans la colonne des 0, 1, il y a 7 fois la valeur 1. Donc, il y a 7 amis. Très bien. Qui sont ces amis-là? On les voit. Bess, Bru, Cam, Chu, Duc, Hadehel. Hein. C'est ce qu'on avait commencé à voir ici, hein, quand on avait chargé les individus supplémentaires. C'est Bess, Bru, Cam. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, maintenant, voilà, je vais croiser hein, ces amis avec les groupes d'appartenance. Donc les 7 amis, là, il y en a 6 qui sont dans le groupe A, le groupe des Verts, et il y en a un seul qui est dans le groupe B.
Et ben voilà. Donc la position ici, là, elle est absolument pas due au hasard, parce que son réseau d'amitié est plutôt parmi ces individus-là. Hein, il a un seul ami parmi les rouges. Hein. C'est ce qui nous dit le calcul, là. C'est quand même mieux quand c'est confirmé par le calcul, on est d'accord là-dessus. Alors si je veux lister les amis de Ross, hein, du groupe A, voilà, très bien, on a. Et le seul ami de Ross qui est dans le groupe B, voilà, c'est le fameux Had. C'est ce qu'on voit ici, hein. C'est le Had, là. Voilà. Alors, si je veux tracer les connexions de Ross avec ses amis, hein, en tenant compte des communautés, voilà, je récupère les segments de connexion de Ross avec les amis, tout simplement, hein, les coordonnées des amis de Ross, et je crée les connexions ici, voilà, et je refais le graphique. Bon, là, pour le coup, j'ai pas la fonctionnalité qu'il y a dans Scientist Tools, où on peut avoir un pointeur de graphique, comme ça, on rajoute une surcouche tout simplement. Là, pour le coup, j'ai dû refaire un copier-coller. C'est jamais très bon les copier-coller, on est d'accord là-dessus. Mais bon, j'ai pas trouvé comment faire, donc j'ai fait comme ça tout simplement. Voilà. MDS, c'est groupe d'appartenance et individu supplémentaire. C'est mieux de dire comme ça. Oula, j'ai fait une bêtise là. Groupe d'appartenance et individu supplémentaire. Et voilà. Allez-y alors, j'ai mis les jeux de couleurs toujours, et on a ici les coordonnées. Voilà. Je mets un rond pour l'individu supplémentaire, j'ai mis une couleur kaki, juste comme ça, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai affiché le label de l'individu. Voilà. Et j'ai rajouté des connexions. Voilà. Voyons ce que ça donne, hein. De toute manière, comme d'habitude, je mettrai le notebook en ligne, donc vous pourrez le télécharger hein, sur la page d'analyse factorielle. Hein. Sur cette page-là, voilà, sur cette page d'analyse factorielle, voilà, je mettrai ici d'une part le lien vers la vidéo et d'autre part le notebook et les fichiers de données. À chaque fois, hein, il faut absolument que vous ayez ces informations-là pour pouvoir réitérer les calculs. Ce qui serait bien, c'est que vous l'appliquez sur votre propre jeu de données en adaptant le code qui est là. Donc je lance, hein, voilà, et on a bien ce fameux graphique-là. Voilà, hop, je fais une petite sauvegarde et on voit bien. Alors bon, voilà, hein, il y a 7 en fait là. Alors, on ne le voit pas parce que les connexions de Duc avec Bess est masquée par celle de Duc avec elle. Voilà, et Ross avec, enfin de Ross avec Bess est masquée par, voilà, ils sont un peu masqués. Pareil, il y a la connexion de SCHU Duc là qu'on n'arrive pas à voir en réalité. Mais elles sont bien là. Voilà, elles sont superposées tout simplement. Et on voit bien que le seul ami dans l'autre communauté, c'est que Had en fait. Hein, voilà, on le voit bien ici. Eh bien, alors, si je fais un petit résumé, euh, je parle beaucoup de la librairie Scientistus en ce moment parce que je la trouve très intéressante. Et parmi les fonctionnalités que moi que j'ai voulu mettre en avant dans cette vidéo, c'est celle sur le positionnement donc multidimensionnel, l'approche classique. Voilà. Alors, plutôt que de prendre un exemple que tout le monde fait, c'est tout simplement les positions des pays, des villes dans les pays, que moi-même j'ai fait d'ailleurs. Hein, je jette la pierre à personne, moi aussi je l'ai fait. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, j'ai essayé donc aller plus loin et l'appliquer dans un autre domaine, c'est la recherche de communauté et dans les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, on a des graphiques très intéressants où on peut voir les communautés, voilà, on peut voir les connexions qu'il peut avoir les communautés, voilà, très bien. Et surtout, on peut voir aussi que, on peut voir un élément très important, c'est que dans l'espace factoriel, entre guillemets, j'ai dit pourquoi, enfin, entre guillemets tout à l'heure, hein, voilà, la proximité dans l'espace factoriel donne une idée de la distance qu'il peut avoir entre les individus. Voilà. Et ça, c'est un élément très important. Donc, on a une double information. Et le dernier point très important, qui je trouve vraiment décisif dans Scientist Tools, c'est la possibilité de projeter un individu supplémentaire dans l'espace défini par le MDS. Et du coup, ça permet de faire le déploiement, qui est très important en machine learning. Alors, cette fonctionnalité-là, je la trouve très peu dans les autres librairies. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument la mettre en avant aujourd'hui. Voilà, excellent travail à tous.